Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Amélie Padé. Bonjour Amélie et bienvenue sur Veto Micro. Bonjour tout le monde. Amélie, tu es ici aujourd'hui pour au moins une raison bien spécifique. Tu as envie de montrer aux vétos et particulièrement aux jeunes qu'on peut avoir une vie avec des gros guillemets banale et en être très heureuse. Tu as commencé par une prépa veto à Nantes, que tu n'as pas intégrée d'une manière tout à fait académique, et tu nous raconteras cette anecdote, j'espère. Tu as ensuite suivi tes études à l'école vétérinaire de Lyon entre 2002 et 2007. Et ton premier CDI a été une catastrophe, pour reprendre ton mot. Et ensuite, tu es parti rejoindre ton amoureux à Paris, où tu as cumulé pendant 3 ans des jobs à temps partiel et tu gardes un très bon souvenir de cette période. Ensuite, vous êtes revenu sur Lyon et ça a été le début de 6 années de galère, à bosser dans une quinzaine de cliniques différentes sans jamais te sentir vraiment bien. Jusqu'au jour où finalement, après la naissance de ton deuxième enfant en 2016, tu as décidé d'ouvrir ta propre structure, Veto de famille. Tu en fais une clinique généraliste de quartier et pour toi, c'est amplement suffisant pour te faire dire que tu aimes ta vie telle qu'elle est et qu'elle te convient très bien. On verra aujourd'hui, au cours de cette interview, qu'il y a au moins 2 éléments pas si banals dans ta vie. Le premier, c'est que tu es la maman d'un enfant en situation de handicap, puisque ton deuxième enfant a été diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans. Et le deuxième, un petit peu plus romantique, c'est que tu as épousé le crush de l'été de tes 18 ans. Quand même. Voilà pour notre présentation, Amélie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dirais différemment ou que tu ressens l'envie d'ajouter ? Non, c'est plutôt bien résumé. Cool. Du coup, je te propose qu'on poursuive la plongée dans ta vie avec cette première question traditionnelle qui est: qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? C'est hyper banal, vraiment. Une fois la de plus. question, voilà, j'aime les animaux. En fait, Ok. je crois que j'ai toujours aimé les animaux. J'aime Ok. la biologie et j'aime en particulier la biologie animale. Et puis j'étais une bonne élève, enfin voilà, la petite fille parfaite, élève parfaite. Et du coup, je me suis jamais tellement posé la question. Je crois en CE1, j'ai eu un instit qui était fan d'oiseaux et donc j'ai eu une période où je voulais être ornithologue, mais finalement je me suis rendu compte que c'était pas un vrai métier ornithologue. Donc voilà, du coup je suis repartie sur veto et je me suis jamais posé la question avant de rentrer en prépa. Et même après, je me suis dit mais c'est complètement con parce que tu t'es jamais posé la question vraiment si c'était vraiment ça que tu voulais faire, quoi, entre quand on a 4 ans et quand on a 18 ans, c'est un peu différent. Voilà, et du coup, je dis souvent que je suis devenue veto parce que j'aime les animaux et que je suis restée veto parce que j'aime les gens. Ah, intéressant. On aura l'occasion d'en dire un peu plus sur ça. Moi, je suis curieuse du coup que tu nous racontes, vu que dans le déroulé chronologique, on va passer direct en prépa. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette intégration de prépa, qui est pas tout à fait académique ? Eh ben, j'ai pas été prise. J'ai pas été prise en prépa. Alors, j'ai eu l'explication après. J'étais dans une classe, dans une bonne classe, dans un lycée très moyen. Et l'année d'avant, ils avaient pris dans la prépa à Clémenceau à Nantes une élève qui venait aussi de cette classe, qui avait un super dossier, et ils ont estimé que c'était un peu qu'elle était décevante. Je trouve ça vraiment nul parce que finalement elle a eu le concours. Ok, elle n'a pas eu du premier coup, mais elle a quand même eu le concours. Et donc ils se sont dit que j'étais surnotée et que mon dossier valait pas le coup. Du coup, ils m'ont pas prise. Un peu par dépit, je me suis inscrite en médecine. Et puis quand j'ai eu mon bac, j'ai eu des assez bonnes notes et ben je leur ai envoyé une lettre
en leur disant à quel point ils étaient nuls de pas m'avoir prise avec la photocopie de mes notes du bac et que vraiment ils allaient regretter toute leur vie. Enfin, comme on peut faire quand moi j'avais 16 ans. Donc au prof de physique, au prof de bio et au proviseur du lycée carrément, tu vois, parce qu'on fait pas les choses à moitié. Et en fait, il se trouve que dans les premiers jours de prépa, il y a plein d'élèves qui ont arrêté. Je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 élèves qui ont abandonné sur la première semaine. Et a priori, les profs se sont fait un peu taper sur les doigts en disant qu'est-ce que vous avez foutu. Et du coup, le dimanche qui a suivi la première semaine de rentrée, donc moi j'étais rentrée en médecine, j'avais récupéré les polis et tout. Le prof de physique m'appelle chez mes parents, sur le fixe de mes parents, j'avais pas de portable à l'époque, pour me dire bah écoute, si tu veux, demain tu viens en prépa quoi. Et j'ai hésité un peu, puis je me suis dit ok, allez, on y va. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai intégré la prépa veto. Tout à fait banal, n'est-ce pas, pour une vie banale. J'adore qu'on commence par ça. Ok. C'était une prépa veto, donc ça veut dire que tu avais le concours à la fin de la première année? Ouais, je suis vieille. Ouais, moi c'était prépa veto. J'entends la voix qui chevrotte un peu presque. Et du coup, tu l'as réussi du premier coup ton concours Non, ou tu as été décevante aussi, toi aussi? J'étais très décevante. Alors je suis allée à l'oral quand même, donc j'étais un peu moins décevante que ma prédécessrice, mais voilà, je l'ai pas eu du premier coup, j'ai eu du deuxième coup. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'aller à Lyon, sachant que tu es originaire plutôt de Cholet, que du coup tu as fait ta prépa à Nantes? Comment tu t'es retrouvée je voulais partir loin. Ah, ok. Donc moi, en fait, on est 5 enfants. Ok. Et je suis la 4e. Et en fait, j'avais déjà une sœur qui habitait à Nantes. Et Nantes, c'était sa ville. Voilà, elle habite plus que moi. Et j'avais envie de m'émanciper. Voilà, d'avoir une ville à moi, que ce soit un endroit à moi où personne n'était passé avant, quoi. Parce que j'avais l'impression que sinon, à chaque fois, partout où j'allais aller, en fait, forcément, elle serait déjà allée, quoi. Donc pas Paris parce que j'avais pas envie de Paris. Toulouse, c'était trop loin. Et Lyon, c'était accessible en train. Donc voilà, Lyon. Ok. Tu te souviens de ton arrivée à l'école de Lyon, sur le campus de Marcy-l'Étoile? Ouais, alors moi, j'ai vachement aimé mes années à l'école. Vraiment, j'ai kiffé. Donc ouais, c'était cool. Vraiment. Et puis, cette espèce de sentiment d'accomplissement. Alors, avec le recul, j'ai honte, et c'est un peu... Mais sur le coup, j'avais vraiment l'impression d'avoir accompli un exploit, tu vois. Et ce truc-là un peu aggravé par les profs, l'ambiance, je me rappelle, il y avait les chariots de feu, enfin voilà. Et tu te dis, putain, j'y suis, quoi. J'en ai chié pendant 2 ans, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 2 ans, et puis je suis là, quoi. Et c'était cool, et en plus, mon parrain de l'école était trop cool. Voilà, c'était chouette. Ouais. Et juste, t'as le droit de pas répondre à mes questions, souviens-toi. Tu dis, avec le recul, tu as honte. T'as honte de quoi, là, dans ce que tu viens de raconter? Honte d'avoir eu l'impression d'être l'élite de la nation, quoi. Parce que bon, c'est pas vrai, en fait. Mais sur le coup, j'avais un peu l'impression ça, tu vois. Vraiment de me dire, ouais, on est trop fort. Collectivement, pas juste moi, mais tu vois, collectivement, nous tous ensemble qui avons réussi ce putain de concours, c'est trop cool, quoi. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui fait que... je gratte, parce que c'est mon métier de faire ça, et tu m'arrêtes si ça gratte trop, mais je me dis, bah ouais, vous avez réussi un truc difficile tous ensemble. Qu'est-ce qui est... Parce que j'entends que c'est pas la même chose pour moi d'être l'élite, de se considérer l'élite, et de pouvoir regarder qu'on vient de faire un truc qui est quand même difficile, quoi. Tu vois? Ouais, mais en fait, alors le mot l'élite, c'est vraiment, c'est le directeur de l'époque, donc c'est Chary qui avait dit ça. Je me rappelle vraiment dans son discours, elle a dit: «Vous êtes l'élite de la nation», et c'est vrai que sur le coup, je m'étais sentie, enfin, tu vois, moi, je suis d'une famille moyenne, quoi. Je suis pas, ni tout en bas, ni tout en haut, Ok. et en fait, ce sentiment d'ascension sociale quand même, Ok. tu vois? Ouais. Puis maintenant, je me dis: «Bon, finalement, l'ascension sociale, tu vois, bof, mon plombier gagne plus que moi», donc je suis pas sûre que vraiment c'était de l'ascension sociale, mais je l'ai vécu comme ça. Ouais. Ok. Oui, après, il y a quand même une forme de prestige aux yeux de beaucoup de personnes de ce métier-là, donc
C'est pas déconnant, mais j'entends en tout cas que sur le moment, c'était presque galvanisant et qu'à Ouais. posteriori, avec ton regard de femme de 40 et quelques, tu te dis: oui, je me suis peut-être un peu prise pour ce que je suis pas». Voilà, c'est ça. OK. Donc tu as super bien, vécu tes années d'études. Tu as un souvenir en particulier où il y a quelque chose en particulier qui a fait que tu as vraiment aimé ces années-là? À On a l'école? fait la fête quand même, hein. Ouais. On a bien fait la fête. On a bien picolé. Je suis pas sûre que je serais heureuse que mes enfants picolent comme j'ai picolé. Non, enfin vraiment, j'ai trouvé des amis, ouais, des gens avec qui, je partageais beaucoup, hem, qui étaient un peu comme moi parce que moi je suis voilà, encore une fois, j'étais la petite fille sage, avec des lunettes, qui allait à l'école de musique, machin et en fait, je me suis retrouvée avec des gens qui pouvaient être comme moi, quoi, tu vois? Qui Mmh. pouvaient être des bons élèves et tu pas la honte, d'être un bon élève. De toute façon, on était tous des bons élèves, quoi, et même les cancres de l'école, tu as envie de dire: «Arrête de jouer au cancre» parce qu'en vrai, si tu es là, c'est pas par hasard, quoi, Oui. et ça, c'était cool et vraiment et je pense que c'est très différent les gens qui ont fait la prépa véto en 1 an et les gens qui ont fait en 2 ans. C'est que nous, la première année d'école véto, il y avait pas trop d'enjeux, scolaires et en fait, on a vraiment fait la fête, quoi. Pendant 1 an, j'ai rien glandé et c'était cool. Vraiment, et après en 2e année, il y avait plus de boulot, il y avait plus de stress et cetera mais vraiment la première année, c'était une année de respiration. J'ai fait plein de trucs, j'allais dans des clubs, voilà, j'ai fait, j'étais bénévole au centre de soins pour oiseaux, j'allais à l'orchestre à l'INSA, enfin, j'ai eu l'impression de faire des tas de choses et c'était cool, quoi et enfin, en fait, de vivre. Enfin, j'ai eu l'impression de vivre alors que pendant 2 ans, j'avais pas vécu, OK. et c'était chouette. Oui, c'est cette fameuse, jeunesse, où ça y est, on y goûte, mais juste un peu à retardement par rapport aux gens qui sont à la fac, sur des cursus moins prenants, quoi. Ouais. Trop bien. Quand tu dis des clubs, on est d'accord que c'est pas des boîtes de nuit? Ah non, pas du tout. Non, non. En plus, moi, C'est quel type de j'habitais, club? non, mais alors j'étais au club Vétérinaires sans frontières, j'ai Mmh. fait de la gymto, j'ai fait, je sais plus quoi comme sport aussi, j'ai dû faire du taekwondo, enfin bref, des tas de trucs. Heu, non, non, j'allais pas en boîte, je me contentais d'aller en boum, c'était très bien. Ouais, c'est ça, c'était suffisant. Comment tu as choisi ton orientation par la suite? Parce que tu aimes les animaux, mais du coup, il y en a beaucoup à soigner. Il y a plein de cursus possibles, il y a plein de carrières, qui s'ouvrent à nous quand on est vétérinaire et qu'on choisit la pratique. Comment tu as fait pour choisir, la pratique canine? Eh beh, moi au début, je suis arrivée à l'école en disant: «Je vais travailler pour Vétérinaires sans frontières». OK. Après, je me suis rendu compte que donc à l'époque, je pesais beaucoup moins lourd qu'aujourd'hui et j'avais une santé fragile et je tombais dans les pommes tout le temps, donc c'était peut-être pas l'idée du siècle de dire: «Je vais partir loin», donc je me suis dit: «Non, mais en fait, je veux faire de la rurale». Parce que je sais pas, j'avais l'impression que c'était plus acceptable de se dire que, j'allais soigner, des vaches plutôt que des chiens-chiens et des chats-chats. Heu et j'ai fait un stage, assez long en rural et c'était horrible, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis une fille de la ville et en fait, j'aime pas la campagne. En fait, j'aime pas conduire. Je veux dire, j'ai pas le sens d'orientation, je vois rien la nuit. Enfin, j'avais absolument rien à faire en rural, quoi. Mmh. Et en fait, j'avais très envie de partir, à l'étranger, faire une année, d'études à l'étranger et le plus simple, c'était quand même de partir à Saint-Hyacinthe au Québec et il y avait plus de places en canine qu'en rural, l'année où j'ai postulé et du coup, je suis partie en canine en OK. 5e année et donc évidemment qu'après derrière, c'était vachement plus simple de trouver du boulot, en canine et en vrai, tu sors de l'école, enfin, en tout cas moi, je suis sortie de l'école, j'étais un minimum autonome en canine, absolument pas en rural. J'étais pas capable de faire un remplat, l'été, de sortie de l'école, quoi. Je connaissais rien aux vaches, hein, franchement. En plus, nous, à Lyon, enfin, à part faire des autopsies, c'est tout ce qu'on faisait. Donc, voilà, laparotomie exploratoire et autopsie. Ceux qui ont connu Ride Africa, voilà, Sauron. sauront. OK. Donc voilà, c'était un truc un peu, finalement, par élimination et je regrette tellement pas, en fait. Enfin, j'étais pas faite pour la rurale du tout, du tout, du tout. Ouais. Et pas l'équine non plus, ça t'a jamais traversé? Ah non, ça non. Non, ça c'était sûr. Très clair. Il y a une question qui me vient, je vais partir peut-être un peu dans tous les sens avec toi aujourd'hui, je le sens. Il est où le crush? Parce que tu l'as rencontré, il Ah! était tes 18 ans, il y a eu 2 ans Ouais. de prépa hyper intense, tu pars Non, très loin de l'endroit non. où tu vis et là tu repars encore plus loin au Canada.
Alors, le crush, il est pas avant la prépa, parce qu'en fait, j'ai eu mon bac à 16 ans. Ah Et du coup, le oui. crush, il est après la prépa, en fait. OK. Il est l'été entre la prépa et la rentrée à l'école Véto. OK. Voilà. Et il est à Angers, et moi, je le rencontre, et 2 semaines après, je pars à Lyon. Voilà. Donc, on a fait du train, beaucoup. Surtout que lui est parti aussi faire Erasmus en Allemagne. Donc, on a fait beaucoup de train. OK. Voilà. Mais du coup, quand tu es partie, au Québec, la distance, vous connaissiez déjà, quoi? Ouais. OK. À partir de quand vous avez vécu ensemble? Parce que là, j'imagine que vous vivez Tardivement, parce ensemble, qu'on mais a fait des petites pauses quand même, hein, OK, voilà. Il y a eu des petits passages où on n'était plus ensemble, OK. officiellement. C'est une histoire à la Ross et Rachel, ça. On était séparés! Je te le dis. Oh, ceux qui n'ont pas la référence, je suis désolée, mais c'est vraiment ça qui m'est venu. C'est à peu On près avait ça. rompu. Et du coup, on s'est mis ensemble. Donc moi, j'ai eu mon diplôme. Je suis sortie d'école en 2007. J'ai passé ma thèse en novembre 2007, et on a emménagé ensemble en janvier 2008. OK. Vous avez emménagé, là où tu as fait ton premier emploi? Non, du coup, à Paris. En fait, j'ai À fait mon Paris. premier emploi. J'ai fait un remplat l'été, OK. qui s'est pas forcément super bien passé. Il m'avait proposé de rester en CDI, et j'avais pas trop envie. Et après, j'ai signé un CDI juste après ma thèse. En fait, j'ai commencé le lendemain de ma thèse Mmh. en Bretagne, et c'était vraiment horrible. Franchement, j'aurais pas du tout allé là-bas. C'était une connerie. Je connaissais personne. Voilà. C'était l'époque où c'était dur de trouver du travail quand tu étais Oui. salarié. Oui. Et en fait, j'étais j'étais heureuse que quelqu'un me propose du travail. En fait, tu vois, j'avais l'impression que je valais rien, et bon, syndrome de l'imposteur, quoi. Et donc, quelqu'un me propose, je dis oui. Oui. Sans réfléchir que ça n'est pas du tout le bon endroit, c'est pas, enfin, voilà. Et en fait, il s'attendait à avoir, je pense, quelqu'un de beaucoup plus expérimenté. Et moi, je débutais, quoi. Voilà. Et vraiment, donc le Véto, il bossait avec sa femme qui était ASV. Et vraiment, il passait son temps à me fliquer. Il trouvait que je laissais des traces de doigts sur les portes, donc il fallait que je me trempe les doigts dans la javel tous les jours. Enfin bref, c'était assez Ah atroce. oui, OK. Voilà. Et puis, ça s'est fini que un jour, il s'est mis une paire de doigts étals dans le bras. Donc voilà, ça s'est fini comme ça. Ah ouais! Donc Et bon, ça a duré combien de temps en tout? ça a duré 1 mois et demi. Ouais. Ah ouais, la vache! Ah oui, tu l'as vraiment eu sur, le moment où il était au plus mal dans sa vie, quoi. Ouais, ouais. Ah putain, OK. Et moi, je savais pas, hein, tu vois? Je veux dire, je Bah oui. découvrais, maintenant. Ça serait maintenant, je me dirais, en fait, il va pas bien, voilà. Mais à l'époque, Oui. je me suis dit: C'est qui ce gros con, quoi?» Voilà. Donc quand tu commences comme ça, tu te dis: «Bon, je vais essayer de faire en sorte d'aller bien et de me préserver un petit peu, et c'est pas grave si, tu vois, si je mets pas, j'atteins pas tous les objectifs que je m'étais fixés, c'est pas grave. En fait, je vais essayer de rester vivante, quoi». Ça fait un peu réfléchir. Ça fait un peu Ouais, réfléchir. ça arrive tôt, ouais. Ça fait moi, il m'est pas arrivé exactement la même chose. Si je fais une mini parenthèse sur, moi pour les auditeurs et les auditrices. Moi, c'était un maître de stage. Je suis arrivée le matin, je me suis dit: «Ouh, il a pas l'air très en forme». Je l'avais déjà vu en stage, il était hyper joyeux, super, le mec vraiment bonhomme, très, blagueur et tout. Et puis j'arrive le matin, je me dis: «Ouh, il a pas l'air en forme». Les autres vétos me préviennent qu'il va pas bien. Et je suis revenue à 14h, il y avait la police et le SAMU et je me suis dit: «Ah, pas bon». Bon, je suis pas retournée au stage, tout le monde était, en vrac. Ils m'ont dit: «Rentre chez toi, Colline, désolé, mais là, on a plus grave à gérer». Et on est jeune, hein, pour être confronté à ça quand même. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est chaud, hein. Ouais, mais ça fait réfléchir. Hein, hein. Donc une fois qu'il s'est passé ça, comment tu as fait pour rebondir, en fait? Parce que tu as quand même vécu un truc assez hardcore en étant très, très jeune. Comment tu as rebondi derrière? Beh, en fait, il fallait des thunes. Ouais, OK. En fait, je crois que j'ai pas trop réfléchi, Ouais. tu vois? Et en vrai, je me sentais pas bien à cet endroit-là, donc je m'étais pas forcément projetée rester longtemps, voilà. Donc je me suis dit: «Je vais faire l'inverse, en fait. Plutôt que
de chercher un travail et d'aller m'installer là où je vais travailler, mais en fait, tant pis, je vais vivre à Paris. Et je sais pas, j'avais l'impression en plus complètement bête que j'arriverais pas à trouver de travail à Paris, alors que c'est complètement faux. C'est-à-dire que c'est là où c'était le plus facile en fait. J'ai jamais eu de difficulté à trouver du boulot. Et donc je me suis dit en fait c'est pas grave, on fait l'inverse. Je m'installe chez Pierre et puis je trouve du travail. Et je crois que donc le 1er janvier, j'ai décidé, je dû arriver le 3 janvier et il me semble que le 4 janvier, j'avais déjà en fait du boulot pour faire des gardes quoi. OK. Parce qu'en fait c'est facile à Paris. Ouais. Enfin en tout cas à mon époque, voilà, en 2008, c'était vraiment facile de trouver du boulot. Oui. Si t'étais un minimum mobile quoi. Oui, il y a beaucoup de vétos quoi. C'est quand même dense en population, il y a du monde, c'est grand, OK. Et tu disais que globalement, tu as gardé un très bon souvenir de cette époque. Vous y êtes resté 3 ans, hein, c'est ça? Ouais. Où tu as fait des temps partiels, des remplats. Qu'est-ce qui t'a vraiment, qu'est-ce qui t'a plu en fait dans cette manière-là de vivre? Alors c'est plus la vie hors boulot que la vie boulot. La vie hors boulot, c'est qu'en fait, on était jeunes, on avait un peu de sous, qu'on n'avait pas de gosses et qu'on habitait dans Paris, hein, dans le 12e, qu'on a fait la fête beaucoup. J'avais la carte jeune du musée du Louvre et donc une fois de temps en temps, j'allais au Louvre. Enfin voilà, on a voyagé, on a fait plein de choses. Et puis, j'ai appris vachement avec les vétos avec lesquels j'ai bossé. C'était essentiellement des petites cliniques où il y avait une véto ou 2 et en fait j'ai beaucoup travaillé seule parce qu'en fait je leur faisais leur jour de repos quoi. Oui. Et moi je me rends compte que je ne peux apprendre que si j'ai pas d'autre choix que de foutre les mains dans le cambouis et qu'en fait quand il y a quelqu'un d'autre de plus expérimenté que moi, je vais avoir tendance à dire non mais en fait c'est bon, moi je sais pas faire, vas-y fais-le. Et en fait là j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix que de faire et je me suis surprise à faire des choses que j'aurais jamais pensé faire, voilà, enfin des trucs bêtes hein, mais en chir j'étais nulle, voilà, j'ai appris à faire des choses et puis j'ai jamais eu ce sentiment sur ces 3 années-là. En gros, j'ai bossé dans 4-5 cliniques. J'ai jamais eu le sentiment qu'on me prenait de haut. Tu vois? Plutôt l'impression que elles étaient contentes, tu vois, d'avoir quelqu'un pour souffler et puis j'avais quand même l'impression que elles sentaient qu'elles pouvaient compter sur moi et qu'elles étaient contentes de mon travail, tu vois? Ce qui a pas été le cas quand je suis arrivée après à Lyon, ça a été plus compliqué. Mais là vraiment, c'était une période où et en plus en vrai donc j'ai commencé par faire des gardes et en fait, quasiment tous les jobs que j'ai trouvés, c'était les potes des autres vétos chez qui je travaillais quoi. Tu dis tiens, j'ai ma pote qui cherche une remplaçante, gna 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 et puis ça s'est fait comme ça. En fait, j'ai quasiment jamais passé d'entretien d'embauche quoi. C'était une vie facile. OK, trop bien. Ça a déroulé quoi. Une fois que tu as trouvé les premières gardes, c'était parti. Et c'était quoi ton rapport aux gardes, travailler seule la nuit, l'urgence, à l'époque et franchement, alors je pense que les gardes étaient moins lourdes qu'aujourd'hui dans la mesure où il y a moins de vétos, je pense, qui font des gardes, il y a plus de maisons de garde. Donc quand tu fais des gardes dans une clinique, souvent tu fais des gardes pour beaucoup plus de cliniques et t'as beaucoup plus de boulot et c'est chaud, tu peux pas être tout seul. Moi j'étais toute seule du samedi 18h jusqu'au lundi matin 8h. J'avais pas d'ASV pour répondre au téléphone, je faisais tout. Il y a eu 2-3 fois où c'était chaud, mais ça a jamais été horrible. Après, je savais que je pouvais appeler mes patrons, tu vois, s'il y avait une torsion, un truc, voilà. OK. Et puis donc j'ai fait des gardes dans 2 endroits, mais le premier endroit où j'ai fait des gardes, les patrons faisaient des gardes aussi. OK. Du coup, les conditions étaient cool. C'est-à-dire que le lit était bien. Les draps étaient confortables. La douche avait de la pression et était propre. Et en fait, ça change beaucoup. Voilà. Et puis en fait, tu vois, Pierre, il venait souvent, il achetait une pizza ou des sushis et il passait le samedi soir à la clinique et tu vois, il restait 2 heures avec moi. OK. Voilà. Et éventuellement, il repassait le dimanche après-midi, pareil. Donc c'était pas voilà. Et puis j'avais pas, je dormais hein.
Franchement, c'était pas du 24/24. Oui, c'était pas l'enfer comme ça peut être aujourd'hui. Non, je pense quand tu qu'aujourd'hui, fais 25 cliniques et que du coup, tu te fais enchaîner, t'as pas le temps de rien c'est si ça. tu comprends pas, quoi. T'as pas le temps d'aller faire pipi. Si tu te dis pas tant pis, je vais faire pipi. Ok, donc enfin plutôt tranquille, quoi. Tu l'as bien vécu, c'était Ouais, confortable. c'était bien. Et puis, c'était le début. Puis, je sais pas, moi, j'étais vraiment dans ce truc-là de me dire, ben, il y a un moment où il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller, il faut taffer, faut prendre de l'expérience, parce que t'as pas rien sans rien, quoi, tu vois. Et je m'étais toujours dit, je ferais pas ça toute ma vie, quoi, parce que c'est pas drôle, hein, de bosser quand les autres sont au repos, voilà. Mais encore une fois. J'étais jeune, j'avais pas de gosse, j'avais pas d'obligation. Ça me laissait aussi du temps. Donc tu vois, je travaillais le jour, je travaillais la nuit, machin, mais j'avais aussi des moments de repos, quoi. J'avais du temps pour faire ce que j'avais envie de faire. Donc Ok, non, c'était bien. cool. Qu'est-ce qui fait que vous êtes revenu sur Lyon? Parce que quand même vivre à Paris c'est cher et que c'était cool, mais on habitait dans 35 mètres carrés et qu'on a commencé à dire qu'on avait peut-être envie d'avoir des bébés. Et Ok. qu'avoir des bébés dans 35 mètres carrés, c'était chaud. Ouais. Voilà. Et Pierre, il est informaticien, donc il fallait que ce soit une grosse ville quand même. Ouais. Donc Lyon, on avait bien aimé tous les deux. Donc lui, il est de l'Ouest aussi à la base, hein, pas du tout Lyon, mais voilà, on avait bien aimé. Et puis on s'est dit, je me rappelle, c'était Lyon ou Bordeaux. Et j'ai dit ah mais je crois qu'il y a plus de postes à Lyon qu'à Bordeaux. Bon, bah, en fait, je ne saurais jamais c'était quoi les postes à Bordeaux, mais en tout cas c'était pas forcément pléthore de postes à Lyon, mais voilà. Ok. Comment ça s'est passé, parce que a priori, pas ouf. Tu disais quand même, que tu as une quinzaine de structures différentes en 6 ans. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui était si différent de Paris? Tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, mais je veux bien qu'on revienne dessus pour que ce soit comme ça à Lyon et que ce soit pas génial, en fait, pendant 6 ans. Eh ben, déjà, j'ai beaucoup moins eu le côté une fois que tu as trouvé un premier poste, les autres ils t'aident, ils te trouvent des postes. J'ai eu une fois, mais c'est tout. Aussi parce que comme il y avait moins de postes, je pense que les postes dans les cliniques bien, les gens, tu vois, ils savaient et ils quittaient pas leur poste. Mmh. Donc les annonces qu'il y avait, en fait, c'était que les fous. Et j'ai fait tous les fous de Lyon, quoi. Franchement, j'ai encore ma petite liste là que je donne des fois à mes petits stagiaires en disant là, faut pas y aller, quoi. Vraiment de l'alcoolique, du fou, de l'agresseur. Enfin vraiment, j'ai tout eu. Et encore une fois, ce truc-là de pas être capable de juste se dire ok, tu te poses, c'est pas grave si pendant un mois t'as pas de travail. Arrête d'accepter n'importe quoi et prends juste le temps de trouver un poste dans lequel tu es bien. Donc en gros, dès qu'il y avait une annonce, je candidatais. Dès qu'on me disait OK, on te prend, je disais oui, même si c'était pas possible, quoi. Même si c'était juste mercredi, samedi, la moitié des vacances scolaires. En fait, tout le monde voulait mercredi, samedi, la moitié des vacances scolaires, mais en fait, une fois que tu en avais un poste mercredi, samedi, moitié des vacances scolaires, en fait, tu pouvais pas trouver de trucs pour compléter. Alors que finalement, à Paris, j'avais plus trouvé des vétos, tu vois, je devais faire le mercredi, mais je faisais aussi le jeudi, je faisais le lundi. Enfin, il y avait un peu plus de gens qui étaient OK pour pas faire mercredi, samedi, moitié vacances scolaires, quoi. Voilà. Et donc, je le dis, j'ai été au chômage. J'ai touché du chômage, oui. Donc, tous ces vieux vétos cons qui disent « Ah, mais quand même, avec le bon dia. » Ouais, ben en fait, concrètement, mercredi, samedi, moitié des vacances scolaires, avec la convention collective, quand t'es échelon 2-3, ben en fait, tu gagnes 850 balles par mois. Hein. Donc, 850 balles par mois, tu vis pas. Donc oui, j'ai touché du chômage. Et je Bienvenue. revendique. Bienvenue. Et moi aussi, j'en ai bien profité. Ça m'a permis de me faire une belle reconversion dans de bonnes conditions. Donc, je vais revendiquer à tes côtés, haut et fort. C'était cool. Merci le système de nous avoir soutenus. Ok. Du coup, comment t'en es venu? Parce que c'est quand même pas tout le monde qui fait ce choix-là de devenir libéral, de créer sa structure parce que dans le salariat, ils ne trouvent pas leur choix. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à passer de cette expérience de salariat qui a été super cool à Paris, vachement moins cool à Lyon, de dire, allez, je vais être ma propre patronne, j'ouvre mon truc. Je voyais pas d'autres possibilités, en fait. Ok. Si tu veux, je voyais pas... Oui, c'est ça. Je pense que alors,
j'avais quand même envie d'avoir un truc à moi. OK. J'ai longtemps cherché une asso. OK. Tu vois, racheter des parts d'un veto à la retraite, ça m'aurait pas déplu, hein, comme ça. Et puis ça s'est pas fait, j'ai pas trouvé. Et j'ai eu un projet de création avec une veto qui t'a interviewée d'ailleurs. Et puis ça s'est pas fait. On est allé assez loin dans le projet et puis finalement il y a des choses qui m'ont fait moi revenir en arrière et dire non, ça va pas être avec cette personne-là. OK. Et du coup, j'avais quand même vraiment bossé. On avait fait un business plan, on avait commencé à aller voir des banques et tout, et donc j'avais vraiment gardé en tête ce truc-là de bah ouais, en fait, c'est cool quand même d'avoir un truc à soi. Et j'avais envie, ouais, j'avais Ouais. vraiment envie. Et le seul truc que je m'étais dit, c'était tu fais tes gosses avant. OK. Voilà. Donc après sur la fin, j'ai fait des CDD, je me dis: «De toute façon, je m'en fous, à la limite, je préfère des CDD, comme ça je toucherai du chômage et je pourrais, avoir, l'ACRE, l'aide aux créateurs d'entreprises, Mmh. voilà. Donc j'ai fait mes 2 enfants en étant en CDD, et puis, une fois que Quentin est né, je dis: «Allez, c'est parti, quoi, on se lance». Trop bien. Tu t'es lancée combien de temps, après la naissance du deuxième de Quentin? Alors, j'ai commencé à contacter le veto, qui j'ai racheté, j'étais encore enceinte. OK. Et donc Quentin est né en février et j'ai ouvert, le 27 juin. Donc, OK. il avait 4 mois et demi. Ouais. OK. Donc tu as eu quand même une marge, même si j'imagine que c'était pas de tout repos entre le moment où enfin, pour l'ouverture, quoi. C'était pas, entre sa naissance et l'ouverture, c'était pas juste chill, tu as les clés, puis tu y vas le jour au Non, jour, quoi. Il y a eu du c'était une taf. conne alors, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui se disent: «Ouais, je vais faire pareil», non. Déjà, connerie de commencer fin juin. Ne serait-ce que parce que l'URSSAF, c'est par trimestre, OK? Et le trimestre, tout trimestre commencé est dû. Et les trimestres, ça commence en juillet. Donc tu n'ouvres pas le 27 juin. C'est complètement con. Hein, éventuellement, tu ouvres au 1er juillet. Et si tu as des enfants, tu ouvres au 1er septembre. Parce qu'il y a pas de nounou qui te garde tes gamins au mois d'août. Voilà. C'était juste le petit message. Mmh. Voilà. Donc si tu as à refaire, j'aurais fait en septembre, oui. OK. J'avais pas trop La réfléchi à ça. petite leçon, je me demandais laquelle, on allait entendre, mais celle-là est très, très claire. Attention à ce genre de petites choses qui peuvent vous mettre, un peu de bâton dans les roues. Et du coup, aujourd'hui, ça ressemble à quoi ton quotidien de chef d'entreprise et maman de 2 enfants et compagne, d'un homme? Globalement, c'est un peu la course tout le temps. Mais je sais pas, en fait, je bosse, je m'occupe des gosses, voilà, des fois on va au ciné. Alors, je vais être un peu plus spécifique. Ton quotidien de chef d'entreprise, c'est ça qui m'intéresse. Sachant Ouais. que étant maman, et ayant un compagnon, il est pas le même que si t'étais pas maman ou que si t'étais solo. En tant que chef d'entreprise aujourd'hui, comment tu vis ce rôle? Parce que c'est pas la même chose d'ouvrir sa structure et d'être seule et ensuite d'embaucher et d'avoir du coup un rôle de management. Enfin, tu vois, il y a autre chose qui se passe. Comment tu vis aujourd'hui? Parce que il me semble que tu as des salariés pour avoir Ouais. un peu vu passer par-ci par-là des commentaires, sur Facebook. Comment ça se passe pour toi ça? Je sais Je pas te pose une trop. colle. Ouais, tu me poses une colle, en Je peux fait, je te je dire, je sais pas, en fait, j'ai jamais trop réfléchi. C'est toujours pareil, que c'est-à-dire que j'ai embauché, donc le veto à qui j'ai racheté, il était solo, il avait pas d'ASV. Moi, j'ai ouvert avec une ASV au début à temps très partiel et puis quand ça a commencé à être compliqué avec Quentin, voilà, j'ai augmenté son temps et puis il y a eu plus de boulot et j'ai augmenté encore son temps et puis après il y a eu plus de boulot et j'ai embauché une veto, d'abord 1 jour, puis 1 jour et demi, puis 2 jours, puis 3 jours, enfin voilà, et puis j'ai embauché une deuxième ASV, enfin. Et est-ce que vraiment j'ai réfléchi, je crois pas que je sois une super manager. J'ai pas trop réfléchi à ça, en fait, en gros, je suis quand même veto. ouais. Hem, ce qui me ce qui me guide, c'est plutôt les mauvaises expériences que j'ai pu avoir quand j'étais salariée, tu vois? Je OK. me dis: «OK, je veux pas faire subir à mes salariés ce que moi j'ai pu subir». Donc j'essaye de faire gaffe, j'essaye de les écouter. Tu vois, je me suis mis une règle toute bête, mais de me dire que je me paye jamais avant elles.
Donc si j'ai merdé à envoyer le truc pour les fiches de paye au comptable trop tard, moi aussi je serais pas payée avant que elle les ait. Voilà, je me suis mis ça comme règle parce que vraiment j'ai bossé dans des endroits où des fois les patrons ils nous filaient le salaire le 6, le 7, le 8 du mois. En fait, c'est chaud quoi quand t'as ton loyer à payer, quand t'as des trucs à payer. Donc j'essaye de mettre ça comme règle. Je me mets comme règle que si la clinique elle tourne bien et que moi je me paye une sorte de prime plus, en fait je leur file aussi l'équivalent, la même chose. Voilà, j'essaye de pas me dire c'est pas parce que je suis la patronne que je décide de tout toute seule et que je ne vois pas ce à quoi elle contribue. Voilà, j'essaye de mettre parfois mon ego de côté, c'est pas toujours facile non plus quand elles me disent Un bah non, ça c'est exemple? pas bien. Ouais, tu vois, donc elles sont plus jeunes, toutes les 3 et en vrai, je crois que j'ai pas trop de j'ai pas trop de goût, tu vois, d'un point de vue esthétique. Et je sens bien que des fois, elles me disent non mais ça c'est moche quoi. Voilà, on a donc je viens d'acheter les murs de la clinique, j'étais locataire et je viens de racheter les murs et on a fait changer les fenêtres et je voulais remettre une vitrophanie, enfin des trucs sur les fenêtres et remettre le même truc que ce que j'avais mis il y a 9 ans, tu vois, je trouvais ça c'était cool et bon, elles m'ont dit c'était moche. Voilà. C'est pas grave, c'est moche. On fait autrement. Voilà, donc j'essaye de pas me sentir supérieure à elle parce que je suis la patronne. Après, ça n'empêche pas que c'est quand même moi la boss et c'est au final c'est ma responsabilité financière, judiciaire, voilà. Donc s'il y a un truc à trancher qui est vraiment important, c'est quand même moi qui décide, quoi. OK. Mais je pense qu'on peut écouter quand même les gens. Et tu vois, ma ma collègue veto, elle m'avait dit ah mais moi j'aime pas le truc pour prendre l'attention que t'as. Je suis pas à l'aise avec ça et que tout. Bon en fait peut-être que ça coûte pas si cher d'acheter un PetMap et en fait j'ai acheté un PetMap et tout le monde est content et puis finalement je me suis rendu compte que c'était bien aussi et que finalement moi aussi j'utilise le PetMap et mon vieil appareil il est dans un coin et je m'en sers plus quoi. OK. Donc tu peux aussi apprendre voilà. Après j'ai fait 0 formation management et je pense que c'est pas trop le management pur c'est pas mon truc quoi. Tu vois Ouais, le OK. fait de dire je suis pas une leader quoi. Voilà, mais ça me va. Ouais, Je en suis tout cas, véto avant tout quoi. dans ta perception de ce que c'est, une leader, tu as l'impression de pas être dedans, mais en fait, tu fais quand même le job, d'écouter ton équipe, de cadrer, de prendre des décisions, enfin, j'entends en tout cas que tu fais comme tu peux sans y mettre, une attention, ultra intense parce que ça te fait pas méga kiffer de manager, quoi. Si j'ai Non. bien compris, hein? Ouais, c'est ça. OK. Il y a un truc qui te fait kiffer en particulier dans ton job de généraliste? Même si, c'est pas hyper exaltant, incroyable, les consultes, qui font plaisir ou les moments où tu sens que vraiment il y a peut-être du plaisir un peu plus qu'ailleurs dans ton job? Les chiots et les chatons quand même, hein, franchement, c'est cool. Ça, c'est Ouais. vraiment cool. Je kiffe faire en fait, j'aime bien faire des câlins et tout et les gens, ils rigolent parce que je suis un peu gnangnan, et en fait, souvent, les gens disent: «Ah, mais j'ai jamais vu une vétérinaire comme ça». Je sais pas si c'est toujours un compliment. Bon, a priori, ils reviennent donc c'est que ça doit leur plaire un peu mais ouais, moi, j'aime bien gagatiser avec mes petits patients. OK. Heu, J'aime beaucoup le fait de pouvoir avoir des échanges et une conversation avec mes clients et tu vois, c'est pas choisi au hasard pour le coup véto de famille. Vraiment, j'aime vraiment être une vétérinaire de famille comme tu pouvais avoir un médecin de famille, quoi. Et c'est un truc qui est hyper important et je vois, voilà, ça fait 9 ans là, je vois grandir mes petits patients, je vois grandir les enfants des propriétaires, voilà, on traverse des choses ensemble. J'ai des gens qui vivent des drames. J'ai là une petite mamie que j'aime beaucoup qui a perdu son mari. Enfin, il y a plein de choses qui se font et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, j'aime les gens et c'est vrai qu'ils me racontent leur life, hein. Par contre, vraiment, je sais des trucs, je pense qu'ils racontent à personne d'autre qu'à moi.
Voilà. Et de plus en plus, étonnamment, moi qui détestais ça, de plus en plus j'aime la chire, en fait. Ok. Et tu vois, la semaine dernière, on a retiré un plomb dans un rein de chat. Un chat s'est fait tirer dessus et c'était trop cool, quoi. Franchement, et le chat il va bien et c'était cool. Je me suis sentie un peu, j'avais un peu la musique d'urgence dans la tête là, tu sais. C'était cool. Voilà, c'est ça. Celle-là même. Ok, génial. Donc j'entends qu'il y a vraiment plein d'occasions pour toi dans une vie de praticienne, généraliste, tout ce qu'il y a de plus classique, où vraiment tu kiffes. Entre guéguetiser, entre le lien avec les gens, écouter les gens, créer une relation privilégiée, et là le kiff que tu es en train de développer de plus en plus pour la chire, il y a vraiment plein d'endroits où tu te régales, quoi. Ouais. Trop Ouais. cool. Ça me donne l'occasion de refaire le lien avec ce que j'ai dit en tout début d'introduction, qui était que tu nous as contactés en disant c'est vraiment important pour moi de que les gens puissent entendre qu'il n'y a pas que des parcours totalement hors du commun qui sont à envier et à vouloir et à souhaiter. Et je veux bien que si t'es d'accord, que tu nous en dises un peu plus sur pourquoi c'était important pour toi de faire passer ce message-là, qu'une vie mémère, pour reprendre ton mot, ça peut être très cool, et si c'est ça qu'on veut, c'est chouette de vouloir ça et de s'offrir ça. Qu'est-ce qui fait que c'était important pour toi de parler de ça? Alors, je vous ai contacté de mémoire un dimanche matin où j'étais chez mon frère qui est tout sauf une vie pépère. Voilà, donc mon frère, il fait pas des podcasts, il y a carrément un documentaire sur lui, donc un court-métrage est là, il y a un long-métrage qui est en cours de tournage. C'est vraiment le mec le plus extraordinaire de la planète, quoi, vraiment. Et du coup, je me sentais un peu nulle, quand même. Quand je suis chez lui, je me sens un peu nulle. Et je me suis rappelé que peu de temps avant, j'avais écouté plusieurs podcasts du coup Thémavette avec des gens qui ont des trucs de fou, enfin vraiment des histoires extraordinaires, quoi. Tu dis waouh, enfin ouais, c'est hyper inspirant, c'est extraordinaire de voir ce que des gens peuvent faire, ce que des gens peuvent penser, ce que et en fait j'avais discuté avec ma collègue et elle me disait ah non mais moi j'écoute pas ça là parce que franchement j'ai l'impression que je suis qu'une grosse ratée, quoi, parce que moi j'ai pas sauvé les loups en faisant de la danse classique et en faisant je sais pas quoi, et enfin, et je m'étais dit en fait j'ai l'impression euh, en particulier sur le forum Facebook de Veto Entraide de voir régulièrement passer des jeunes confrères et consoeurs qui se sentent nuls. Tu vois, comme moi, j'ai pu me sentir nulle à un petit moment de ma vie chez mon frère, et que ça fait arrêter le boulot, tu vois, en se disant, en fait, ma vie est pas exaltante comme elle est censée être, donc ça veut dire que c'est pas pour moi, il faut que je change. Et en fait, c'était ça, j'avais envie de dire, moi, ma vie, elle est pas exaltante tous les jours, quoi. Puis même des jours, enfin, tu vois, je dis, je kiffe mon boulot, mais il y a des jours où ça me fait chier. Et en vrai, si je gagne au loto, et je l'ai toujours dit à mes collègues, hein, en fait, je gagne au loto, vous me revoyez pas, hein, je me casse. Je vais pas, enfin, je travaille pour gagner des sous, hein, sinon j'ai plein de trucs qui me plaisent dans la vie, hein, donc, et il y a des jours où je pleure, il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où j'ai pas envie, voilà. Mais au final, si je regarde, c'est cool quand même. Je suis bien, je suis heureuse, j'arrive à trouver des moments où je suis bien, et on n'est pas obligé. Et en fait, il y a des gens, je pense, qui ont vraiment envie d'avoir un parcours extraordinaire, et c'est super, et on a besoin de ça. Mais on n'est pas obligé. Et tu vois, moi, j'étais une petite fille hyper brillante, à qui tout le monde a dit, mais en fait, puisque t'es bonne à l'école, il faut que t'aies un parcours extraordinaire, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais pas envie de ça. En fait, j'ai pas envie d'avoir un parcours extraordinaire. En fait, j'ai pas envie de ce que ça peut coûter. Et oui. Tu vois, je suis pas prête à faire ça, à faire les sacrifices. Voilà, moi, j'aime bien regarder mes séries sur mon canapé avec mon amoureux, tu vois, ça me va bien. J'ai pas envie de reprendre mes études pour faire un truc de fou. Bon, voilà. Ouais. Ok. J'entends, ça me fait penser à une conversation que j'avais avec une de mes clientes à propos de la notion de potentiel et la culpabilité qu'il peut y avoir, d'avoir l'impression de se raconter qu'on n'est pas en train d'utiliser son potentiel et que c'est un problème, que c'est une forme de gâchis. Mais moi, je trouve ça bien pire d'avoir l'impression de passer à côté de sa vie et de se faire chier à faire un truc par injonction, plutôt que
De se dire, «Oui, oui, je sais que je suis, excellente, en javelot, mais je vais pas devenir championne olympique. Ça m'a amusé pendant 2 ans de jeter un bâton et puis en fait, j'ai plus envie». Bah, c'est pareil pour, d'autres types de potentiels et comme, le potentiel d'être une excellente, chirurgienne ou de voilà, il y a des endroits où, bah, non, je j'ai pas envie, moi, un truc cool, ça me va bien, i i c'est vrai que je trouve ça c'est ça qui me plaisait dans le fait de faire cette interview avec toi aussi, c'était de pouvoir dire, mais il y a tellement de manières d'être bien dans sa vie, en fait. Tout ce Ouais. qu'on voit de complètement, waouh, qui met des paillettes dans les yeux, si ça crée une comparaison qui devient délétère, c'est dommage, quoi. Que le but, c'est de mettre des paillettes et de se dire: «Oh, c'est dingue» et après de revenir à soi et de se dire: «Mais moi, j'en ai pas du tout envie» parce que, comme tu l'as dit très justement, il y a un coût caché dont on ne parle peut-être pas assez, sur le podcast, ou de manière générale, quand on entend les gens et leur parcours incroyable, mais il y a un coût de malade. C'est-à-dire que pour être, une athlète, olympique ou pour être, une vétérinaire extrêmement brillante, c'est énormément de travail. Les gens, ils sont pas juste bons. Ils ont quoi comme vie sociale? Ils ont quoi comme vie amicale? Ils ont ça a quoi comme impact dans leur vie? En fait, on a le droit de pas vouloir ça. On a le droit de vouloir pouvoir regarder, koh à la télé ou Top Chef comme, voilà, comme plein de gens, quoi. Ouais, c'est ça et c'est OK. En fait, vraiment, Bah, ouais, carrément. c'est OK de et en plus, je pense pas, que j'ai moins de valeur. Ouais. Mais ça, il m'a fallu vachement de temps pour Mmh. pouvoir me dire ça et du coup, ça rejoint le 2e truc, dont tu as parlé dans l'introduction. En fait, moi, ce qui m'a permis de me dire: «OK, je descends du train de la course à l'ambition», Mmh. c'est le fait d'avoir, Quentin, donc mon 2e qui est autiste. Parce que d'un coup, en fait, tu es plus dans la course, quoi. Tu vois? Mmh. C'est mort. Moi, je peux pas faire, des super posts sur Instagram, parce que j'ai fait ma pâte à modeler, moi-même et un petit déjeuner bio avec mes enfants, quoi. Tu vois? Ça marche pas ça, en fait, nous déjà on essaye de survivre. Mmh. Donc et d'un coup, je me suis dit: «Mais ouais, en fait, quelque part, lui, il a raison». Tu vois? En fait, parce que lui, il est toujours lui et il essaye pas, de se conformer aux autres, quoi. Mmh. Heu et c'était une grande leçon le jour enfin, je me revois encore, j'étais dans la voiture, il était derrière et en fait, ça a été comme une espèce d'épiphanie. Je me suis dit: «Mais en fait, il a trop raison, quoi». En fait, il s'en fout de ce que pensent les autres de lui il se conforme pas à ce qu'on attend de lui, en fait. Il se conforme à ce qu'il est lui Mmh. et je vais essayer de faire ça, moi. Comment ça a impacté ta vie, particulièrement au niveau, professionnel, de devenir la maman d'un enfant en situation de handicap? Sachant que toi, tous les jours, tu t'occupes de personnes qui apprennent des mauvaises nouvelles, qui ont des animaux, malades, qui ont des animaux qui auront des handicaps à vie parce qu'ils vont être amputés, du coup, Ah bah, ça a tout changé. c'est OK, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ça a OK. changé quoi? Ça a tout changé. Ça a tout changé. Déjà, ça a changé que, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée de l'autre côté de la table de consulte. Eh oui. Que je me suis pris des trucs dans la tronche, de la part de grands professeurs, de grands machins, et tu te dis: «Ah, peut-être qu'en fait, moi aussi des fois je suis un petit peu maltraitante, avec les gens. Peut-être que je leur explique pas bien. Peut-être que en fait, je gueule parce que les gens, ils vont sur internet, chercher des explications, mais peut-être qu'en fait, ils vont sur internet chercher des explications parce que je leur ai pas bien expliqué». Que je leur ai Mmh. pas dit où chercher, que je leur ai pas dit: «Si vous avez d'autres questions, je suis là» ou «Vous pouvez aller chercher à tel endroit» ou «Je vous envoie un mail récap parce que là, en fait, vous vous prenez des trucs dans la gueule et que c'est hyper compliqué et que vous pouvez pas tout entendre et que c'est évident que vous allez avoir besoin ensuite d'aller chercher des réponses». Ça clairement, je l'avais pas, je l'avais pas appris. On devrait l'apprendre à l'école, hein. Je l'avais pas appris et je l'avais pas vécu jusqu'à présent, donc Ouais. je me rendais pas compte et j'avais l'impression d'être une bonne véto et je pense que j'étais une bonne véto, je pense que j'étais gentille, mais vraiment je suis hyper attentive à ça. Je suis Mmh. devenue vraiment attentive. On a des tas de fiches, toutes faites sur, mais sans parler de trucs incurables, hein, sans parler du cancer, en fait, hein. Même, ne serait-ce que l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, la maladie rénale, machin. Voilà, les gens, ils ont mon mail, hyper facilement, je vais leur dire: «Ben, si vous avez des questions, hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail», j'essaye de prendre vraiment le temps de les écouter, et de faire, ouais, d'être plus attentive, quoi et d'être plus humaine, dans ma relation et d'être moins, «Moi, je sais et vous savez rien». Heu, je crois qu'en fait, mon job,
en tant que généraliste, et c'est sans doute différent quand tu es spécialiste, mais en tant que généraliste, moi, mon job, il est juste de mettre des termes médicaux sur ce que les gens me disent. Et en fait, les gens, je leur dis toujours, mais vous savez quoi? En fait, vous savez mieux que moi parce que vous vivez avec lui. Et en fait, vous excusez pas de me dire, ah, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Et des fois, je trouve rien. Et en fait, quand je trouve rien, je leur dis pas, il a rien. Je dis juste, j'ai pas trouvé. Et peut-être qu'on va trouver dans 2 jours, peut-être qu'on va pas trouver, et peut-être que c'est pas grave. Mais en fait, je vous crois quand vous me dites qu'il y a quelque chose, parce que vous vivez avec lui, et même si vous savez pas mettre les termes dessus, ben vous avez raison en fait. Voilà, ce qu'on m'a pas toujours dit avec mon enfant. Voilà. Donc ouais, ça a beaucoup changé. Magnifique. Il me semblait, je me disais, quand même, tu devrais bien avoir bougé un truc au lieu d'avoir vécu ça. Sauf si tu étais déjà sœur d'une personne en situation de handicap. Enfin, tu vois, il peut y avoir un truc, mais mine de rien, quand t'es parent, t'as pas le même rapport au corps médical quand c'est ton enfant que tu amènes que si c'est un membre de ta famille, quoi. Ouais, Même c'est si ça. c'est déjà un impact, c'est clair. Et puis l'autisme, c'est un truc vraiment particulier en fait. Tu vois, c'est pas il est diabétique ou il a un cancer. Parce qu'en fait, c'est vraiment c'est vraiment les parents qui savent. Pour le coup, vraiment, vraiment, vraiment. Et la compétence, elle est pour les parents, et elle est pas du tout du côté voilà, bon, OK, la pédopsie, elle va faire ses tests machin là, mais en vrai, même dans les tests, la majorité des tests, c'est des questionnaires aux parents, quoi. Oui, c'est ça. Comment il est? Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce qui est facile pour lui? Qu'est-ce qui est moins facile? OK. Tant qu'on est sur les sujets un peu intenses comme ça, il y en a un que j'aimerais aborder, et j'y ai pas mal réfléchi parce que j'ai vraiment très souvent la crainte d'être maladroite quand je parle de choses qui me concernent pas. J'aimerais qu'on parle de ta couleur de peau. Est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse ça? Ouais. Donc tu es noire. Ouais. Et tu fais partie des rares vétos noirs quand même, Ouais. en France métropolitaine. Comment tu as vécu le fait d'être vraiment une minorité, encore plus minoritaire peut-être que dans ta vie quotidienne pendant tes études, là dans ce corps de métier? Ça a quel impact en fait sur toi, Ça ta fait pas couleur? très longtemps que je m'autorise à me dire que en fait, ça a pu être hyper violent. OK. Donc moi, quand j'étais à l'école à Lyon, on était 2 noirs sur les 5 années. Et la deuxième noire, elle me ressemblait, mais pas du tout. Mais alors pas du tout. Et tout le monde nous confondait. On n'était pas dans le même niveau, et vraiment, on se ressemblait pas. Et en fait, les gens, ils passaient leur temps à nous confondre. J'étais là, mais en fait, ouvre tes yeux, quoi. Ouvre tes yeux, parce qu'on ne se ressemble pas. Du tout. Ouais. Vraiment. Et en fait, c'était hyper violent. Et l'autre truc hyper violent qui était à l'école et que je vis aussi au quotidien, c'est la putain de question: d'où est-ce que tu viens? OK. Alors, s'il vous plaît, les gens, arrêtez de poser cette question. Vraiment, arrêtez de poser cette question, c'est chiant. Parce que moi, la réponse que je donne, c'est de Cholet. Parce qu'en vrai, je suis née à Cholet, dans le 49. Et en fait, les gens ils disent non, mais vraiment. Ben vraiment, en fait, de Cholet. Donc, ce que tu veux me dire, mon acte de naissance, je suis vraiment née là-bas. Je ce que tu t'assure. veux me dire, c'est que tu vois bien que je suis pas pareille que toi. Et en fait, c'est extrêmement désagréable. Et ça peut sembler être un acte de curiosité, tu vois. Et les gens ils disent non, mais c'est parce que je suis curieuse, c'est gentil. Mais en vrai, mon mari il est blond aux yeux bleus. Jamais personne ne lui demande d'où il vient. Oui. Et pourtant il a un nom belge, tu vois. Et il a une tête d'allemand. Jamais personne ne lui demande d'où il vient. Et c'est extrêmement désagréable. Voilà. Après, donc moi mon papa est noir et ma maman est blanche, et du coup j'ai eu des parents, enfin un papa qui était capable qui a vécu le racisme systémique, et qui nous a préparés quand même. Donc on savait OK. à quoi s'attendre. On savait que ça allait être plus dur. Il nous l'a toujours dit. Il nous a toujours dit, de toute façon, tenez-vous à carreau, parce que si vous êtes 15 à faire une connerie, il y aura que vous qui serez pris. Et il avait raison, hein. Enfin, clairement, c'est nous qui sommes toujours vus. Donc, je le savais. Je pense que c'est plus facile parce que je suis une fille, et je pense que c'est un peu plus facile parce que les gens peuvent penser que je suis antillaise.
et que ça a un côté un peu sympathique. Tu vois, voilà. OK. Alors après, il y a le cliché de la femme antillaise qui pense qu'au cul. Donc j'ai hyper souvent des clients de plus de 45-50 ans là, voilà, qui sont des relous, mais je sais bien les remettre à leur place. C'est pas un souci. Donc voilà, je les remets à leur place. Mais du coup, dans ton quotidien, il y a un impact, quoi. Ah ouais, il y a un C'est-à-dire impact. que Ouais, c'est régulièrement, clair. Ah tu as oui. des personnes qui vont Ouais. t'objectifier ou Ouais. Ouais. je t'exotiser, enfin tous ces termes-là de mais en fait, je suis un humain, regardez-moi comme un humain. Là, vous avez une nana dans la tête, mais c'est pas moi que vous avez en face de vous, quoi. Ah oui, c'est sûr. OK. Et c'est j'allais dire presque quotidien, ouais. 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 OK. Après, c'est comme ça, tu vois? Je veux dire, je peux pas changer le monde à moi toute seule, donc Non, mais je trouve que voilà. c'est intéressant que ça soit entendu parce que, je pense que quand on ne vit pas cette discrimination, on ne peut pas imaginer ce que ça fait et que d'entendre une personne qui, pendant quelques minutes, comme elle vient de le faire, parle de: «Vous vous rendez compte qu'on ne se ressemble pas du tout et que parce qu'on a une couleur de peau similaire, vous nous confondez?» Qu'est-ce que ça fait vivre à quelqu'un quand on le confond en permanence avec une autre personne qui ne lui ressemble pas? Mais, va en Asie, sois la seule personne, qui a les cheveux châtains et qui n'a pas les yeux bridés, ça va te faire péter un câble qu'on t'appelle Nathalie, alors que tu t'appelles Colline, quoi. Enfin, tu Ouais. vois, il y a un truc de: «Non, mais je ne suis pas Nathalie, enfin, regardez-moi». Il y a un truc de: «Vous ne me voyez pas, en fait» et je trouve que c'est important que ce soit nommé, que les gens puissent entendre. Ça peut contribuer à dire: peut-être je vais traiter différemment la personne de ma promo, ou de Ouais, en l'école, vrai, la seule». je pense pas, mais c'est pas grave, je suis pas très optimiste sur le Et sujet moi, je le suis, parce que, donc tu on vois, prend les gens, la ils prise vont de dire: «Oui, conscience, mais c'est quand même, possible. elle fait que brailler, la pauvre, il y a pas de discrimination, la preuve, elle a eu son concours, gna gna gna», voilà. On m'a quand même Ouais, il y a dit, des gens qui vont je dire ça. je pensais pas qu'une noire pouvait avoir 2 ans d'avance, donc ça, j'ai quand même entendu. Heu, Ouais, c'est délire. Moi, je suis très optimiste et c'est pour ça que je voulais aborder le sujet. C'est que je me suis dit: «Bah, en fait, c'est un sujet, sur lequel moi j'ai beaucoup à apprendre parce que du racisme, intégré, j'en ai gavé et qu'en fait, je trouve que tout le monde gagne à entendre le vécu d'une autre personne. Ça fait gagner en empathie, en ouverture d'esprit et les gens qui ont pas envie, ils ont pas envie, tu vois? Mais je te remercie d'avoir bien voulu, l'aborder. C'est cool. Est-ce qu'il y a un sujet là qui te vient, dont tu aimerais qu'on puisse, parler ensemble? Qu'on n'aurait pas encore abordé? on a abordé le sujet de l'autisme par rapport à mon fils, Ouais. on n'a pas abordé le sujet de l'autisme d'une manière plus générale et en particulier de l'autisme dans le monde véto, qui est un OK. peu, j'allais dire mon combat, enfin, c'est un bien grand mot. Il y a plein d'autistes, hein, chez les vétos, hein, Oui. et il y a plein d'autistes pas diagnostiqués. Ouais. Donc et il y a aussi plein d'autistes dans les enfants de véto, heu et en vrai, c'est difficile, mais enfin, je me dis souvent que mon fils, il est autiste, il a pas un cancer incurable, quoi, et il faut peut-être arrêter aussi de tout dramatiser. C'est pas dramatique, hein. Mmh. Franchement, c'est pas dramatique et on gagnerait tous à parler d'autisme, que ce soit, avec nos pairs, que ce soit avec nos clients, parce qu'on a aussi des clients autistes, hein, faut pas, rêver. On a des clients qui ont des enfants autistes aussi et parfois, on se plaint en disant: «Mais ils sont hyper mal élevés, ils sont hyper cons, gna gna gna». Mais en fait, peut-être juste ils font pas exprès. Peut-être qu'en fait les parents, ils les reprennent pas parce que les parents, ils sont pas capables, parce qu'ils ont un trouble du neurodéveloppement, enfin, voilà, et je trouve que c'est aussi important, hem de se dire que, il y a des gens qui peuvent pas penser comme nous, qui ont un fonctionnement qui est différent et ils sont pas moins bien et ça ne doit plus être, une insulte, en fait, Mmh. autiste, et c'est encore trop souvent une insulte. Voilà, j'ai une super copine autiste, elle est violoniste, 1er violon à l'Orchestre, national de Lyon, quoi, tu vois? Enfin, c'est une tuerie cette meuf, quoi. Mmh. Et pourtant elle est bien autiste, hein, je peux te dire, bien, bien autiste. Hem, donc il faut et je vois souvent passer des gens, qui disent: «Non, mais il faut pas poser d'étiquette, gna gna gna, parce que vraiment, après les étiquettes, ça enferme et tout». Les étiquettes, ça enferme pas, hein. Les étiquettes, ça aide. Ça aide à trouver, des solutions, en fait.
Après, chaque personne est différente et chaque autiste est différent. Et il n'y a pas deux autistes pareils, comme il n'y a pas deux personnes pareilles, comme il n'y a pas deux noirs pareils, comme il n'y a pas deux femmes pareilles. Enfin voilà. Mais de la même façon que je peux me définir en disant je suis une femme noire. Ça n'enferme pas tout ce que je suis, mais ça donne quand même des indications sur ce que je suis et sur comment je peux appréhender la vie. Et en fait, de dire je suis autiste, ça donne quand même des indications sur ta façon d'appréhender la vie et comment tu peux te comporter avec cette personne. Donc voilà, moi je milite à fond pour le diagnostic, voilà, et vraiment, enfin on est plein chez les vétos. Ouais. La neuroatypie est très représentée dans cette population, dont l'autisme Vraiment. fait partie. Ouais, à fond. Carrément. Ok. Tant qu'on est, je refais comme tout à l'heure, tant qu'on est, mais en fait, je me rends compte qu'on a parlé donc d'autisme, on a parlé de ta couleur de peau. Tu as nommé aussi dans la préparation de l'interview, et je le sais puisqu'on est sur le même groupe, que tu es féministe. Ouais. Depuis quand est-ce que tu le dis haut et fort et que tu te dis oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Alors, la prise de conscience, elle vient de la naissance de mon premier enfant. Donc, j'ai 2 garçons. Et avant, vraiment, je me le disais pas du tout. Et même, je disais, les féministes, quand même, ils en font trop. Et je sais pas, ça m'a... D'un coup, le sexisme m'est tombé dessus, quoi. Enfin, ça m'a frappé. Alors qu'en fait, j'ai vécu plein de situations sexistes avant, tu vois. Bien sûr. Mais ça m'a comme frappé à quel point c'était fort et à quel point des tout bébés, il pouvait y avoir des injonctions hyper fortes sur les garçons comme sur les filles, quoi. Et en fait, le féminisme, il est pas que pour les femmes. Pour moi, le féminisme, il est aussi pour les garçons, quoi. Voilà. Et du coup, je pense que j'ai commencé vraiment à me dire féministe quelques années après, donc peut-être à la naissance de mon deuxième, un truc comme ça. Voilà, et c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. J'hésite pas à le dire. Après, je suis pas une immense militante. Enfin, moi, de toute façon, j'aime pas trop les manifs, donc c'est pas trop mon truc. Je vais pas en manif. Je me sens pas à l'aise. Mais tu vois, j'en parle assez librement, que ce soit alors à mes collègues certainement, à mes amis et même à mes clients. Voilà, et on rigole des fois parce que je suis un peu le cliché de la bobo qui lit Télérama et qui est féministe, quoi. Et c'est pas forcément ce que tu imagines quand t'as un véto en face de toi. Okay. Et du coup, on en rigole des fois. Ok. Mais c'est un sujet que tu te sens d'aborder, que tu poses le mot, tu en parles. Ok, trop cool. Je trouve ça amusant que tu parles de manif, parce que moi j'ai récemment, comme quoi j'ai 38 ans, quand on enregistre, j'ai récemment remanié ma définition du militantisme, puisque j'ai compris que faire partie d'une association et faire des actions d'éducation, de tenir un stand lors d'un festival ou un truc, c'est du militantisme, en fait. Ah oui, c'est sûr. Et moi, j'avais vraiment cette idée de je veux pas être militante parce que si je vais en manif, je vais avoir envie de tout brûler, j'ai pas envie de laisser ma rage se déchaîner, laissez-moi tranquille. Et en fait, je trouve ça intéressant de dire mais il y a plein de manières d'être militante quand on a le temps, l'envie, l'énergie, il y a plein de chacun sa vie et son envie de mettre de l'énergie là-dedans. Mais en fait, on peut être dans du militantisme de manière intérimaire aussi, tu vois, ça peut être là pendant quelques mois, je suis à fond, puis après je fais une pause, enfin bref. Il y a pas que la manif, quoi. Moi, je suis militante par l'exemple, tu vois. Beaucoup. Ouais. Alors moi j'ai un amoureux qui est féministe aussi. Okay. Même si je suis pas sûre qu'il se dirait vraiment, le pauvre, sinon il aurait dégagé. Je suis pas sûre qu'il met le mot lui dessus. Ouais. Mais dans les faits, il l'est et du coup on fait beaucoup d'exemples. On montre aux gens comment on vit, comment on fait, et j'hésite pas un peu à titiller un peu les gens en disant tu vois en fait il y a plusieurs façons d'être un homme possible. Tu serais d'accord de me raconter un exemple là qui te vient d'une des dernières fois ou d'une fois dont tu te souviens particulièrement, ou par l'exemple ou au cours d'une petite conversation t'as ouvert une porte comme ça, t'as montré un truc? Ouais, j'ai une copine, donc j'ai plusieurs copines parce que je suis aussi dans une asso de mamans d'enfants en situation de handicap et du coup j'avais rencontré des mamans avec qui je suis vraiment devenue amie.
Et il y en a une quand je chie des bulles, quoi. Vraiment, elle a 3 enfants, elle en a 2 handicapés. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et son mec faut rien, quoi. Vraiment, il faut rien. Et la dernière fois qu'on s'est vu, elle s'est mise à pleurer en disant mais je comprends pas en fait comment. Enfin, moi, j'y arrive pas. Et comment vous y arrivez? Je lui dis en fait, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que nous, en fait, on fait tout tous les deux. Quentin, il va chez l'orthophoniste 2 fois par semaine. Une fois c'est moi, une fois c'est mon mari. Le ménage, la lessive, les courses, les inscriptions au centre aéré, en fait, il fait. Et c'est pas juste il fait parce que je lui dis de faire, en fait, c'est juste il prend sa part, quoi. Et je lui dis mais en fait, ton mec il est pas censé t'aider, en fait, ton mec il est censé faire. Et en fait c'est possible. Et c'est possible et en plus, ça permet que je sois mieux. Et donc il y a des études quand même qui montrent que les femmes elles sont plus épanouies, dont sexuellement parlant, quand leurs maris ils font des choses. Voilà, donc messieurs, si vous m'entendez, si vous voulez que votre bonne femme elle accepte un peu plus, peut-être faites un peu plus, quoi. Et vraiment, elle est restée un peu abasourdie en se disant oui, c'est comment tu peux pas faire. Moi franchement, je pourrais pas avoir la clinique, avoir les gosses et tout si Pierre il faisait pas. J'arrêterais de bosser, c'est pas possible. Ouais. Tu peux pas faire autrement. Ouais. Bah, tu peux, mais tu te finis en burn-out parental. C'est ça. Ou tu finis divorcé. Comme ça, 1 semaine sur 2, t'es cool. Ouais. Si t'as une garde partagée, quoi. Ok. Merci pour l'exemple. Très intéressant. Ça me parle bien. Est-ce qu'il y a, je te repose la question parce que du coup j'ai des sujets qui me sont revenus, mais là si on arrivait à l'issue de l'interview, est-ce que tu te dirais ah merde, il y avait un truc dont je voulais absolument parler, il y avait quelque chose, un message que je voulais faire passer, quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir parce que j'ai envie d'insister dessus, c'est important pour moi ou pas? Non, mais c'était ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que je voulais vraiment dire en particulier à nos plus jeunes confrères et consoeurs que parfois la vie elle est un peu pas instagrammable. Et c'est OK. Et en fait, on peut être très heureux. Et puis, ça peut varier aussi. Et tous les jours ne sont pas extraordinaires. Ouais. Et je crois que c'est faux de se dire que si tous tes jours de ta vie, et en particulier pro, ne sont pas extraordinaires, c'est que ce boulot est pas fait pour toi et il faut changer. Parce qu'en fait, je pense que dans tous les boulots, il y a des jours où c'est chiant, quoi. Enfin, voilà. Oui. Donc, je dis pas qu'il faut absolument s'accrocher si c'est horrible et que ça va pas du tout, mais voilà. Et que on peut aussi être heureux en étant libéral, parce que je pense que c'est un truc qui fait de plus en plus peur. Mais en vrai, des fois c'est chiant, c'est pareil. Mais globalement, quand même, c'est pas non plus la mort et ça se fait très bien. Oui. Et je pense que le fait qu'il y ait maintenant des groupes et des chaînes, ils ont prospéré pas mal sur insister sur les inconvénients parce que en fait évidemment s'ils disent non mais c'est super facile d'être libéral, personne va leur vendre, quoi. Mais en vrai, je suis pas anti-chaîne du tout. Enfin, je trouve que chacun fait comme il veut et puis peut-être qu'un jour je vendrai une chaîne, quoi, j'en sais rien. Mais ça a un coût d'être libéral, mais ça a pas de prix, quoi. Franchement. Et tu vois, tu me demandais comment tu fais pour gérer, mais en fait c'est trop cool parce que moi, si mon fils il a un rendez-vous médical, en fait je dis juste à mes collègues, vous marquez que je suis absente, quoi. Et je dois rien à personne. Et comme en plus j'ai pas d'associé, j'ai même pas d'histoire de dire ah mais faudra que je te rattrape, machin. En fait, je fais ce que je veux. Voilà, si j'ai envie de fermer, je ferme, quoi. Je fais ce que je veux. Et ça, c'est cool, hein. Franchement, c'est vraiment cool. Et parfois, quand j'entends des gens qui se plaignent à fond, qui se disent mais vraiment, c'est trop dur, mes patrons sont horribles. Et je sais que des patrons peuvent être horribles parce que j'ai vraiment vécu. Et je peux comprendre. Mais en fait, j'ai envie de dire, mais casse-toi, vraiment, pars. Moi, je suis partie plein de fois, hein, vraiment. Et j'ai jamais regretté d'être partie dans des endroits où je me sentais mal. Jamais. J'ai regretté de pas être partie plus vite. Mais j'ai jamais regretté d'être partie. Parce que franchement, notre vie pro, elle est trop prenante pour rester dans un endroit où t'es mal, quoi. Oui. Et en vrai, des vétos gentils, il y en a quand même. Il y en a tellement. Le truc, c'est un peu comme tu disais à propos de Lyon, c'est que les vétos gentils, ça veut pas dire que les vétos qui ont beaucoup de turnover ne sont pas gentils.
c'est que peut-être il y a des endroits où il n'y a pas de compatibilité encore trouvée avec les gens, il y a peut-être des trucs, mais en fait, les gens partent moins quand ça se passe bien. Bah oui. Quand ils se sentent entendus, écoutés, qu'il y a quelque chose qui leur convient dans le rythme de travail et tout, bah, ils partent moins. Mais c'est sûr qu'il y en a plein. Moi, j'en croise tous les jours. Hein. Je travaille qu'avec des gentils. Donc c'est sûr qu'il y en a mal. Il y en a plein. Ouais, mais faut pas rester 3 ans, quoi. 3 ans avec un veto qui te donne envie de te foutre en l'air et de gerber tous les jours, quoi. Vraiment, faut partir, hein. Oui. Et il faut partir parce que ça ne te convient pas et pas parce que l'autre est une immonde raclure. Parce que il peut y en avoir, mais en fait, des fois, juste, on n'est pas compatible, en fait. C'est comme une rupture. C'est pas qu'il y a une des deux personnes qui est un monstre. L'immense majorité des gens ne sont pas des monstres, ils sont en souffrance ou ils sont juste pas compatibles. On peut trouver quelqu'un que c'est il y a des connards, quand même. Vraiment. Oui, je suis d'accord. Il y en a. Mais c'est pas qui la seront majorité. compatibles avec personne, mais c'est pas la majorité en tout cas. Tu sens là l'optimiste qui a envie de rester sur une note positive ou pas? Je suis désolée, je te casse Non, mais je tiendrai bon. La majorité des gens sont chouchous en fait. Juste que des fois on n'est pas compatibles sur les trucs. Cool, merci beaucoup. S'il y a des gens qui se disent mais dis donc, elle était vraiment sympa cette Amélie, j'aimerais bien parler avec elle, peut-être qu'elle pourrait m'aider à me mettre le pied à l'étrier sur du libéral ou d'autres trucs et qui veulent te contacter, comment est-ce que tu serais d'accord qu'ils te contactent? Eh ben, ils peuvent m'envoyer un mail à vetogirl@gmail.com. Ok, vetogirl@gmail.com. Magnifique. Ouais. Trop cool. Je te pose ma toute dernière question avant qu'on se quitte. Je te propose de te projeter le jour où tu arrêteras de travailler. Peut-être que ce sera parce que tu auras gagné au loto, mais peut-être que ce sera la retraite ou autre. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire de la vie que tu auras eue jusqu'à ce moment de fin de carrière? Que j'ai essayé de bien faire les choses. Tu vois, de me dire, OK, j'ai essayé d'être une bonne professionnelle, tu vois, une bonne veto, une bonne collègue, une bonne patronne, et de pas regretter, de pas avoir honte de ce que j'ai fait. C'est ça que je voudrais me dire, que même si je fais des erreurs, même si je suis pas parfaite, même si je me loupe, mais voilà, que en tout cas j'ai essayé d'être bien. Voilà. Trop bien. Eh ben merci Amélie pour ce moment. C'était un vrai plaisir. Je t'avais pas rencontré vraiment. On s'est croisés, je crois, à la VAC l'année dernière, mais j'étais ravie de ce moment avec toi, de plus te découvrir. Donc merci de nous avoir prêté de ton sang. Et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci de m'avoir écoutée. Ouais, avec joie. Et je souhaite aussi une belle fin de journée à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Salut, salut! Salut, au revoir tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@temavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.